Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. La création d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur des faits de corruption, de conflit d'intérêts qui impliqueraient le Conseil constitutionnel validé en majorité par les députés. 120 ont voté pour, 24 contre et 0 abstention. L'Assemblée nationale va donc enquêter sur le processus qui a mené à l'élimination du candidat du PDS et d'autres candidats de l'opposition de la course présidentielle, des accusations de corruption portées contre des membres du Conseil constitutionnel par le Parti démocratique sénégalais. En prélude à l'élection présidentielle de février prochain, 32 observateurs seront déployés vendredi et 130 le jour du scrutin par la mission d'observation électorale de l'Union européenne dans le cadre de sa 3e campagne d'observation au Sénégal. Elle a fait face à la presse pour expliquer le déroulement de l'observation de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire. Et au lendemain de l'effondrement d'un immeuble de 3 étages qui a entraîné la mort de 7 personnes à Hariala, un sentiment de peur s'est emparé des habitants de la Médina qui vivent et passent quotidiennement devant des bâtiments qui peuvent s'effondrer à tout moment. Ils craignent pour leur sécurité et interpellent les autorités sur ce danger permanent. Reportage à la Médina à suivre dans ce journal. Et dans la rubrique découverte de ce mercredi, nous vous emmenons dans le sud du pays à Batingere et Sil, une île située dans la commune de Enampour, c'est dans le département de Ziguinchor. Ce village insulaire rempli de potentialités est menacé de disparition par l'érosion côtière. Je vous disais tout de suite la création d'une commission parlementaire pour enquêter sur des faits de corruption, de conflit d'intérêts qui impliqueraient le Conseil constitutionnel validé en majorité par les députés à l'Assemblée nationale. 120 députés ont voté pour, 24 contre, 0 abstention. L'Assemblée nationale va donc enquêter sur le processus qui a mené à l'élimination du candidat du Parti démocratique sénégalais et d'autres candidats de l'opposition de la course à la présidentielle. Des accusations de corruption portées contre des membres du Conseil constitutionnel par le Parti démocratique sénégalais. Et puis l'Assemblée a été ce matin le théâtre de scènes de violence lors de la mise en plénière pour la mise en place de cette commission d'enquête. Thierno Alassane Sall, l'initiateur de la requête sur la double nationalité de Karim Meïssa Wade, a été attaqué par des députés libéraux et d'ailleurs le président du parti La République des Valeurs annonce une plainte contre certains de ses collègues parlementaires. Thierno Alassane Sall, que je vous propose d'écouter. Ceci ne m'ébranle en aucune façon pas. Et je m'adresse à cette nouvelle coalition en gestation qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays. Vous avez condamné le Mali, vous avez condamné le Burkina Faso, vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État. Et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en voulant reporter des élections. Nous disons non au report des élections qui se tiendront à bonne date. Parce que c'est vous qui avez voulu confier au Conseil constitutionnel le contrôle des parrainages par une loi que vous avez votée récemment à l'issue de votre dialogue national. Monsieur le Président, vous avez constaté que j'ai été victime d'une agression ici. Comme la collègue Aminia Gibi a été victime d'une agression. Et j'espère que vous ferez votre rapport. Parce que oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Et j'espère, Monsieur le Président, qu'avec la même célérité que vous avez fait le rapport sur le cas Aminia Gibi, vous ferez la même célérité pour faire le rapport contre des agresseurs dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et la mise en place de cette commission inquiète le professeur de droit public à la retraite Pape Dembassi. Selon lui, le Sénégal est menacé par une crise institutionnelle. Il estime que la création de cette commission ne peut en aucun cas empêcher la tenue de l'élection présidentielle le 25 février prochain. Je vous propose de l'écouter.
les institutions que nous avons ont toujours été respectées depuis d'ailleurs les indépendances jusqu'à maintenant. Alors ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de tout remettre en cause et cela pose des problèmes. Alors pour revenir à votre actualité, alors moi je trouve dommage que parce qu'on est un candidat qu'on n'a pas pu se présenter à l'élection, qu'on s'en prenne à une institution, mais surtout à des juges nommément en particulier. Je trouve ça extrêmement grave et je pense qu'il faut qu'on puisse revenir sur tout cela. Au-delà des principes de séparation des pouvoirs et tout cela, ce qu'il faut, c'est savoir qu'en remettant en cause en fait, le Conseil constitutionnel, c'est qu'on veut remettre en cause tout le processus électoral qui est en train de se dérouler et peut-être remettre en cause les élections qui vont avoir lieu. Et cela me semble extrêmement grave parce qu'on est dans une situation dans laquelle il faut aller vers ces élections-là et faire les changements qu'il faut dans ce pays, que ce soit la continuité ou la rupture, peu importe, mais il faut en fait qu'il y ait autre chose à partir du 25 février. Le professeur Pape Dembassi s'exprimait en marge de la cérémonie de présentation et de dédicace du livre du colonel Sonko Fati intitulé « Les bottes dans le plat de la grande muette à l'arbre à palabres », un livre qui parle de politique, mais aussi de respect des jeunes envers les anciens. Écoutons le colonel Sonko Fati. Je parle du débat public. Je l'ai intitulé les bottes dans le plat, parce qu'on dit dans le jargon qu'on met le pied dans le plat. Moi, puisque je suis militaire, c'est mes bottes que je mets dans le plat, mais pas pour éclabousser, comme je l'ai dit, mais pour donner l'alerte, pour qu'il y ait ce jet de ce qui est, disons, pas sale, mais qui n'est pas bon. Dans tous les domaines, j'ai dit, je tire sur tout ce qui ne bouge pas dans le sens de la République, parce qu'on a un partage, parce que ce sont ces valeurs qui sont là, qui sont léguées par nos grands anciens. J'ai toujours dit que nous avons la chance, le Sénégal, d'avoir des leaders qui, depuis l'indépendance, ont mis brique à brique, après brique, ce qui est aujourd'hui la nation sénégalaise. J'ai vécu de 18 ans à 60 ans dans l'armée, et c'est ce qui a fait ce que je suis. Donc, par conséquent, c'est ce créneau qu'il faut suivre. J'ai même dit que même le service civil national doit être enlevé du ministère de la Justice pour emmener au ministère des Forces armées. Donc, quelque chose comme ça, la formation civique, ça se pratique. Donc, maintenant, bon, la société, ce qu'elle est, etc. Donc, il faut qu'on commence pour pouvoir vraiment montrer l'exemple pour parier vers l'avenir. On est en période préélectorale et bientôt la campagne. Et ça, c'est un cri de cœur qu'on a. Et à Ranérou, la fédération départementale du PDS exige la réintégration de leur candidat Karim Meïssa Wade dans la course présidentielle. Ces militants du PDS exigent également la démission d'Amadou Ba de ses fonctions de Premier ministre et estiment que le report de la présidentielle est inévitable. Les détails avec notre correspondant sur place, Amadou Oumar Diallo. Recalé à la prochaine élection présidentielle de 2024, la Fédération du Parti démocratique sénégalais de Ranérou hausse le ton et s'insurge contre la décision prise par le Conseil constitutionnel. Nous, ce que nous déplorons le plus, c'est d'avoir écarté notre candidat alors qu'il a rempli toutes les conditions lui permettant de participer à ces élections. Et à la suite de cela, notre fédération s'est réunie avec toutes ces instances, toutes ces sections et toute sa jeunesse pour fustiger le comportement irrespectueux et antidémocratique que le Conseil constitutionnel a pris à l'égard de notre candidat. Ces partisans de Karim Meïssa Wade exigent qu'Amadou Ba démissionne de ses fonctions de Premier ministre vu qu'il est candidat. Nous exigeons aussi la démission du Premier ministre Amadou Ba. Parce que, étant chef du gouvernement, il doit démissionner.
pour au moins être à égalité avec tout le monde. Ces membres n'écartent point le report des scrutins vu le comportement du Conseil constitutionnel, selon eux. Reporter carrément ces élections. Parce que, bon, d'après toutes les rumeurs que nous entendons, si c'est avéré, la Cour constitutionnelle ne peut plus administrer ces élections. Et puis, retenez que le doyen des juges a ordonné cet après-midi le rejet de la demande de liberté provisoire du candidat Bassirou Diomaye Faye. En prélude justement à la tenue de la prochaine élection présidentielle, la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal a fait face à la presse. C'était pour présenter la composition de cette mission et expliquer surtout le déroulement de l'observation de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire. 32 observateurs seront déployés vendredi prochain et 130 le jour du scrutin, invité par l'État du Sénégal. La mission d'observation électorale de l'Union européenne en est à sa 3e campagne. Les explications de Papa Bokarmo et Sidignan. L'Union européenne va déployer 32 observateurs de longue durée vendredi et 130 le jour du scrutin dans tout le pays pour observer tout le processus électoral d'après Malin Björk, chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne 2024. Ils vont être dans toutes les régions. Ils vont être dans toutes les régions, les 32 dans les équipes donc 16 équipes, mais il y aura aussi donc pour les observateurs de courte durée qui vont être là pour le jour des élections et juste quelques jours avant et après, ce sera 130. Après l'administration électorale, une rencontre est prévue avec tous les candidats, y compris celui en détention, Bassirou Diomaye Faye, d'après la chef observatrice de l'Union européenne. Nous avons comme objectif de voir tous les candidats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel et donc quelle que soit leur situation. Donc on espère de pouvoir aussi rencontrer Monsieur Diomaye ou que ça soit possible. On est en train de faire les démarches. L'objectif majeur de la mission d'observation électorale au Sénégal est de participer à l'inclusion, la liberté, la transparence et le déroulement démocratique de l'élection présidentielle. Pour ce faire, elle souhaite que tous les candidats puissent battre campagne, mais se garde de se prononcer sur les procédures judiciaires. Pour un processus électoral démocratique, c'est important que tous les candidats puissent faire campagne en égalité. Nous, on ne peut pas se prononcer sur les procédures judiciaires. Ça c'est clair. Je constate juste que c'est important que les candidats puissent faire campagne et que c'est important pour les citoyens et pour le processus électoral. Les premières évaluations de la mission d'observation électorale de l'Union européenne vont être présentées 2 jours après le scrutin. En cas de second tour, elle prolongera son séjour au Sénégal jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Je vous l'annonçais dans les titres. Au lendemain de l'effondrement d'un immeuble de 3 étages qui a entraîné la mort de 7 personnes à Khariala, son sentiment de peur s'est emparé des habitants de la Médina qui vivent et passent quotidiennement aux côtés de bâtiments qui peuvent s'effondrer à tout moment. Ils craignent pour leur sécurité et interpellent dans le reportage que vous allez suivre tout de suite les autorités sur ce danger permanent à Midjouf. Ce bâtiment de 3 étages à la Médina attire l'attention de tout le monde. Les murs se fissurent, les portes et fenêtres flottent, la dalle cassée, une véritable menace pour les habitants de la Médina. Cette mère de famille vivant derrière le bâtiment a frôlé la mort. Je prenais ma douche quand soudain j'ai entendu un bruit étrange. C'était une partie de l'immeuble qui s'effondrait. Des gravats étaient éparpillés partout et j'ai failli perdre la vie. Les autorités sont priées d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. On en trouve un peu partout. À la rue 13, angle 20, l'état de cette maison inquiète Hadim Samb. Il fréquente souvent les lieux. Bien que je n'habite pas dans cet immeuble, je passe souvent par là et reste vigilant. En cas d'accident, ce n'est pas le propriétaire qui va me prendre en charge.
La famille Job habite à côté. Elle nous fait part des situations vécues au quotidien. Notre bâtiment là, il faut qu'on fait tomber ça. Et si tu vis le meuble là, même vous allez regarder ça, c'est risque. Non, on ne sait jamais, un jour viendra, ça va tomber. Ah oui, même ça peut être aujourd'hui ou bien demain, après-demain, on ne sait jamais. 24 heures sur 24, je ne peux pas dormir. Alors là, je souffre beaucoup. Avec les enfants là, ça c'est risque quoi. Ces bâtiments risquent de s'effondrer, mettant en danger la sécurité des occupants. Des voisins, les autorités sont interpellées avant que le pire ne se produise. Et puis la Direction générale de la construction et de l'habitat s'est rendue ce matin sur les lieux de l'accident à Hariala et selon le directeur général, des études ont été réalisées hier par le service de l'inspection générale des bâtiments. Il en est ressorti que l'effondrement est dû à des travaux de réhabilitation de l'immeuble par des ouvriers non qualifiés. Les précisions de Mamsene Boubabou. C'est le calme plat à la cité Hariala après l'effondrement de l'immeuble de 3 étages de ce lundi. Les sapeurs-pompiers sont toujours sur les lieux. Les ouvriers continuent à sortir le reste des gravats. En visite sur les lieux, le directeur général de la construction et de l'habitat revient sur les causes de ce drame. Le propriétaire ayant identifié que le bâtiment présentait un certain nombre de fissures, donc n'était plus sûr, il a décidé d'entamer de faire des renforcements de la structure. Malheureusement, les personnes qu'il a pris pour faire ces travaux ont commencé par, entre guillemets, entamer les fondations. Donc toucher les fondations en se disant qu'en mettant juste des étais, vous les avez vus, des bouts de fer, ils pouvaient tenir tout le bâtiment pendant qu'ils coupaient les fondations. Ces travaux ont été réalisés par des ouvriers non qualifiés. Cette tragédie était évitable si les conditions de réhabilitation de bâtiments étaient respectées. Il faut rappeler quand même un certain nombre de choses. Une réhabilitation est complexe. Avant de démarrer une réhabilitation, des calculs doivent être faits par des ingénieurs, des spécialistes. Et le fait de ne pas utiliser des spécialistes nous coûte malheureusement aujourd'hui des vies. Les responsabilités seront situées et des sanctions vont suivre, annonce le directeur général de la construction et de l'habitat. Certainement, le dossier va être traité par la justice parce qu'il s'agit, il y a eu mort d'homme. Maintenant, peut-être rappeler et informer la population de manière générale que le ministère a fait passer récemment le nouveau code de la construction qui a amené un certain nombre d'innovations pour davantage protéger les populations, mais aussi protéger l'investissement des personnes qui construisent. Près de 1200 bâtiments menaçant en ruine ont déjà été recensés à Dakar. Des solutions sont en train d'être trouvées pour une démolition. Toutefois, les populations sont appelées à plus de responsabilités. Le ministre de l'Intérieur, de Maître Sidiki Kaba, a inauguré hier mardi 30 janvier le cantonnement du groupement d'intervention GMI de Mbour. Il compte 150 éléments et porte le nom du colonel Mayata Fall, un ancien officier militaire. Lors de l'inauguration, Maître Sidiki Kaba a réagi au micro de nos correspondants sur place, Montaga Khan et Mamoudouba. L'implantation de ce cantonnement du groupement mobile d'intervention dans la ville de Mbour, aux côtés des commissariats notamment de Mbour, de Sali, ainsi que du commissariat spécial du tourisme et du poste de police de Diamaguène, permettra de mieux prendre en compte la demande croissante des populations en matière de sécurité, en sus de juguler leur sentiment d'insécurité. Cette dynamique de multiplication des services de police en Mbour se justifie notamment par l'importance démographique et l'extension géographique de la ville, mais aussi du fait
qu'elle est l'une des zones touristiques prioritaires pour l'État du Sénégal, qui a placé ce secteur parmi les leviers essentiels du plan Sénégal émergent en vue d'une croissance économique durable. L'inauguration de ce cantonnement du GIE, qui porte désormais le nom de feu colonel Mayata Ndiaye, vient confirmer l'option de l'État du Sénégal de sécuriser non seulement les zones touristiques, mais aussi les populations locales et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Et puis hier également, l'intersyndicale des travailleurs des ICS et la direction générale de cette société ont signé un accord portant sur l'augmentation des salaires. Le protocole d'accord évalué à 2,850 milliards de francs CFA et signé devant le gouverneur de Thiès aura un effet immédiat. Les précisions à Thiès d'Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Fini la grève, l'intersyndicale des industries chimiques du Sénégal et le patronat de l'entreprise viennent de fumer le calumet de la paix. Parce qu'une entreprise ne peut vivre et survivre que dans la paix. D'ailleurs, la culture des ICS, c'est une culture de paix. Les délégués qui sont là, nous tous, nous formons une famille. Et si vous voyez le groupe Indorama, eux, ils disent Indorama Family. Indorama Family. Ça veut dire c'est une famille. Un protocole important et équilibré selon le directeur général des ICS ainsi que le personnel syndical. Faire des choses équilibrées qui permettent de maintenir la permanence et la survie de l'entreprise. Je pense, monsieur le gouverneur, que l'accord que nous allons signer dans quelques minutes rentre exactement dans ce cadre-là. Il est équilibré, il permet de répondre à une demande et en même temps, il ne perturbera pas les équilibres globaux de l'entreprise. En tout cas, nous remercions aussi la direction du travail qui nous a beaucoup accompagnés. On souhaite en tout cas à tous une paix, en tout cas pour des conjonctures économiques et des résultats meilleurs et la réussite de nos productions. Si les deux parties ont pu trouver cette entente, c'est parce que le chef de l'exécutif régional y a beaucoup contribué. C'est la disponibilité et l'ouverture d'esprit. Je vous ai dit en vous regardant, cher Tidjane, que le radicalisme et l'extrémisme ne mènent à rien sinon qu'à l'échec. Et je sais que nous avons partagé cette conviction. Les ICS, du reste comme toutes les autres entreprises, n'ont qu'à savoir que la direction générale et les travailleurs, c'est comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Indissociable et indétachable. Pour l'intersyndicale des industries chimiques du Sénégal, cet accord ne fera que renforcer les excellents résultats que l'entreprise ne cesse de montrer depuis plusieurs années. Nous sommes le 31 janvier, c'est le dernier jour de cet interminable mois de janvier, interminable pour les personnes qui subissent les répercussions des dépenses exorbitantes du mois de décembre, cette période financièrement compliquée et populairement appelée janviose. Comment donc prévenir la janviose? La question a été posée à des citoyens sénégalais dans ce reportage de Maria Diallo. Après les dépenses exorbitantes, place à la janviose, un mal financier qui frappe beaucoup de Sénégalais. Matarlo, maçon de profession, ressent la période de galère. C'est très dur le mois de janvier parce que ce que j'ai dépensé durant les fêtes de décembre vont se répercuter. J'avais prévu la situation. Dans une rue de la Médina, on trouve Sadania. Ce sérigraphe en train de floquer un maillot subit aussi les impacts de la janviose. Je ressens la janviose parce qu'en cette période de la canne, les gens devraient venir acheter des maillots pour eux et leurs enfants. Ils sont obligés d'attendre ou de s'endetter. Contrairement à Daouda Diallo, ce père de famille vit le mois de janvier comme les autres. Pour lui, il faut tout simplement limiter les dépenses.
Moi, je ne le ressens pas franchement, parce que j'ai été prévoyant. Le problème, c'est que les gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas et après se plaignent. Limiter les dépenses pendant les fêtes peut éradiquer le phénomène de la janviose pour certains. D'autres, par contre, pensent que malgré la planification, l'épidémie apparaîtra. Je vous le disais en début d'édition, 120 voix pour, 24 contre et 0 abstention. L'Assemblée nationale adopte le projet de résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour éclaircir l'élimination de Karim Meïssa Wade et les autres candidats de l'opposition. Une séance plénière très tendue entre les députés du Parti démocratique sénégalais et les autres députés. Les précisions d'Abraham Poulpouy qui était ce matin à l'Assemblée nationale. Après des heures de discussion, l'Assemblée a adopté le projet de résolution visant la constitution d'une commission d'enquête parlementaire en vue d'éclaircir les conditions d'élimination de Karim Meïssa Wade et autres de la liste des candidats de l'élection présidentielle du 25 février adoptée. À présent, je m'en vais vous lire la liste des membres de la commission d'enquête parlementaire telle que proposée par les différents groupes parlementaires. Je précise que le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a choisi de ne pas siéger au sein de cette commission. Dans l'exposition des motifs du projet, le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement du PDS évoque des connexions douteuses entre deux magistrats du Conseil constitutionnel et le candidat de Benno Bokk Yakaar. Que notre candidat Karim Meïssa Wade a été injustement écarté de la compétition électorale. Parce que nous estimons qu'au moment où les juges jugeaient, ils avaient entre les mains un document qui fondait leur conviction que Karim Meïssa Wade était exclusivement de nationalité sénégalaise. Un décret de la République française, qu'est-ce qu'il y a de plus pour fonder une conviction? Je ne parle même pas du document de renonciation qu'ils ont reçu. Le Parti démocratique sénégalais demande l'arrêt du processus électoral, le report de l'élection présidentielle. Nous pensons que ce processus électoral est déjà entaché. 900 000 électeurs inconnus du fichier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? 9 candidats écartés du jeu parce qu'on dit que la commission de contrôle ne peut pas ouvrir leurs clés. Et énormément de tard, vous avez entendu les 44 recalés qui ont fait le tour de l'ensemble des chancelleries. Leurs récriminations sont fondées parce qu'ils ont des rapports. Donc nous pensons que les dés sont déjà pipés. Il ne faut pas aller à des élections dans ces conditions. Il faut arrêter le processus. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a voté contre. Pour l'opposition, il y a des non-dits dans le projet. Puisque la commission d'enquête parlementaire est instrumentalisée et détournée de son objet que lui confère le règlement intérieur, parce qu'on nous parle de report des élections, parce qu'on nous parle d'arrêt du processus électoral, ce qui est une violation flagrante de la Constitution, ce qui est un coup d'État, puisque le calendrier électoral est fixé par l'article 31 de la Constitution. Une séance plénière très tendue, des débats houleux entre les députés de Benno Bokk Yakaar qui soutiennent le PDS et les députés de Yewwi Askan Wi qui ont défendu Thierno Alassane Sall. À la découverte de Bettinger et Essil, une île située dans la commune de Enampor, c'est dans le département de Ziguinchor. Ce village insulaire est menacé de disparition par l'érosion côtière et malgré les énormes potentialités, l'île a perdu la quasi-totalité de ses habitants. Le reste des habitants invite les autorités à sauver ce qui reste de l'île pour encourager les autres à revenir. Hassan Ba et Daouda Sambou. Pour se rendre à Bettinger, il faut au moins 30 minutes de pirogue motorisée à partir du village d'Essil. Dans ce village, il ne reste que moins de 10 concessions. Les autres sont chassés par l'avancée du fleuve. Donc, d'une trentaine d'habitants, aujourd'hui, ils sont à peu près à peut-être, disons, 10 habitants. Donc, mais ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des jeunes qui ont accepté de rester. Malgré les dures conditions de vie, ils ont accepté de rester dans cette île. Ils sont la plupart du temps des pêcheurs.
Cette île, dont la majorité de la population est à Ziguinchor et dans les villages environnants, regorge d'énormes potentialités. Parce que quand on parle d'île, on pense au miel de mangrove d'abord, dans un premier temps. Un miel qui est très prisé. Donc, son exploitation pourrait permettre à la population de pouvoir vivre de cette exploitation. Quand on parle d'île aussi, on pense au développement de la pisciculture, parce que qui ne demande pas beaucoup de moyens. Parce que là, le poisson est là à côté, donc c'est juste quelques aménagements à faire pour pouvoir développer la pisciculture. Aujourd'hui, des activités se multiplient dans cette île pour mettre en lumière les potentialités et encourager la population à revenir. Village insulaire, on parle aussi de l'aquaculture aussi. Il y a énormément de potentialités au niveau produits halieutiques qui, si on permettait, si on aidait ces populations à pouvoir développer ces divers domaines d'activité, nous on est sûr que les populations reviendront pour repeupler ce village. Donc, pour mieux fixer les jeunes dans cette localité, Ebissa Evans préconise le développement de la pisciculture. Mais pour nous, on aimerait les orienter beaucoup plus dans la pisciculture, parce que pour nous c'est un secteur d'avenir. Donc aujourd'hui, l'appel que nous lançons, nous aimerions que les autorités, les bonnes volontés, tout le monde s'y mette pour sauver cette île. Pour sauver cette île, le repeupler surtout et le faire développer. Ce sera peut-être le poumon économique. Les villages insulaires pourront être les poumons économiques de la Casamance. Mais d'abord, il faut lutter contre l'érosion côtière qui est en train de réduire considérablement la surface de l'île. C'est normal, à l'image de tous les villages insulaires, cette île est confrontée à l'érosion. Donc le problème d'érosion est là, mais on se dit qu'il faudrait quand même qu'on trouve des solutions. On ne peut pas laisser disparaître cette île parce qu'on n'y peut rien. Nous pensons que c'est possible de faire quelque chose. Pour faire revivre l'île, une course dans la boue, dénommée Poto Poto Challenge, est organisée chaque année. Pour résister à l'érosion côtière qui menace fortement l'île, les habitants invitent les autorités à restaurer l'écosystème côtier à travers un vaste programme de reboisement. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet media.sn. Demain, retrouvez Aminata Ndonka. Tout de suite, retrouvez Aladjiba Vandia et son équipe pour le RSA, le retour sur l'actualité.